La disparition des enfants sodeurs. D'après un podcast de Nexpo. Nuit de Noël 1945, à la sortie de Fayetteville en Virginie occidentale. Le froid est mordant. Les arbres gémissent et craquent, la rivière semble figée dans sa course, mais à l'intérieur de la maison des Sodeurs, il fait plutôt bon. George et Jenny sont là avec 9 de leurs 10 enfants. Le seul absent est Joe, leur deuxième fils aîné, parti servir dans l'armée. Les plus jeunes, qui viennent de recevoir quelques jouets achetés au petit bazar du coin, jouent joyeusement dans le salon. La soirée avance, les parents montent se coucher dans leur chambre au rez-de-chaussée en emmenant avec eux leur fille de 3 ans, Sylvia, sachant que tous les autres dorment à l'étage. Les plus grands, John, Marion et George Jr. partagent une chambre. Les plus jeunes, Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty, dorment dans une autre. Les enfants commencent à s'éclipser un à un, mais pas tous. Certains des plus jeunes sont trop excités par Noël pour dormir, et Marion, l'aînée des filles, reste encore un moment sur le canapé pour les surveiller pendant qu'ils jouent. D'autres ont encore des tâches à accomplir. Maurice et Louis doivent sortir nourrir les animaux avant d'aller se coucher. Ce n'est pas vraiment une corvée enviable. Ils enfilent bonnets, manteaux, puis s'aventurent dans l'obscurité gelée pour s'occuper de la ferme. Un contraste brusque. L'intérieur chaud, plein de rire, et dehors, le silence, froid, immobile, presque inquiétant. 2 heures plus tard, la maison est retombée dans le calme. Et puis, à minuit 30, le téléphone retentit. Jenny, la mère, se réveille en sursaut. Elle cligne des yeux, désorientée. À côté d'elle, George et la petite Sylvia dorment profondément. Jenny se lève, serre sa chemise de nuit contre elle pour lutter contre le froid et se demande qui peut bien appeler à une heure pareille. Elle quitte la chambre, rejoint la petite table où se trouve le téléphone, et là, elle remarque quelque chose. Toutes les lumières sont allumées. Elles auraient dû être éteintes maintenant que tout le monde est couché, sauf Marion, endormie sur le canapé du salon. Jenny décroche et lance un « allô » sec. Mais la personne au bout du fil ne se présente pas. À la place, Jenny entend un rire. Et ce n'est pas un rire joyeux. C'est un rire désagréable, cruel, comme si on se moquait d'elle. Puis brusquement, le rire cesse. La voix finit par parler et demande quelqu'un, un nom, une personne qui n'habite pas ici. Jenny répond qu'il s'agit d'une erreur et que ce n'est pas le bon numéro et elle raccroche. Toutefois troublée, elle bâille la pièce du regard et plusieurs détails lui sautent soudain aux yeux. Ce n'est pas seulement que les lumières sont allumées, les rideaux sont grands ouverts eux aussi, et lorsqu'elle va à la porte d'entrée, elle la trouve déverrouillée. Elle soupire. Ses enfants savent parfaitement qu'il faut fermer et verrouiller pour la nuit. Elle envisage de réveiller Marion pour la gronder, puis se ravise. Après tout, c'est Noël, ils étaient sûrement excités et étourdis. Jenny ferme la porte à clé, tire les rideaux, puis retourne en hâte se glisser dans la chaleur du lit et finit par se rendormir. Un bruit étrange résonne au-dessus d'elle. Les yeux de Jenny s'ouvrent, elle se redresse, lourde de sommeil, cherchant à comprendre. Dehors, il fait toujours nuit. Le silence est épais, puis un autre son lui parvient, quelque chose qui roule, comme si un objet avait atterri sur le toit avec un coup sourd bien marqué, et qui aurait glissé avant de tomber. Et puis plus rien. Jenny se dit que ce n'était sûrement qu'un animal. Elle se force à se rallonger, à replonger dans le sommeil, quand une odeur âcre lui saisit la gorge. Elle rouvre les yeux et cette fois elle est parfaitement réveillée, parce qu'elle connaît cette odeur. La fumée. En une seconde, Jenny jaillit du lit, attrape la petite Sylvia et hurle à George de se lever. Sous la porte de la chambre, une fumée grise s'infiltre déjà, rampant sur le sol avant de s'élever en volute. George, Jenny et Sylvia se précipitent hors de la chambre et tombent sur une scène d'apocalypse. La maison est en train d'être avalée par les flammes. Ils courent vers le téléphone pour appeler les pompiers, mais le combiné est mort. La ligne qui fonctionnait parfaitement 1 heure plus tôt est coupée. Dans le chaos, une pensée frappe Jenny comme un coup de marteau, un seul chiffre, comme un réflexe brutal. 9.
9 enfants sont dans cette maison. Et à cet instant, Jenny n'en voit que 2. Sylvia hurle dans ses bras et tout près, sur le canapé du rez-de-chaussée, Marion s'est réveillée en sursaut, les yeux écarquillés, figés face au brasier. Jenny lève les yeux vers l'escalier menant aux chambres de l'étage. Impossible. La chaleur est trop forte, la fumée est trop dense, le haut de la cage d'escalier est déjà une fournaise. Alors, dans la tête de Jenny, 9 devient 7. 7 enfants sont coincés là-haut. Elle crie leurs prénoms en direction des marches, la gorge lacérée, les yeux brûlés. Elle lutte pour les garder ouverts, espérant apercevoir quelque chose, une silhouette, une main, quoi que ce soit. Et soudain, une forme émerge de la fumée et dévale l'escalier en trébuchant. Puis une autre, et encore une autre juste derrière. 2 garçons, John et George Jr. Leurs cheveux sont roussis, leurs visages maculés, ils ont le regard fou. Ils hurlent, ils ont tenté d'entrer dans la chambre des petits, qu'ils ont essayé, mais qu'ils n'y sont pas arrivés. À ce moment-là, quelque chose se brise en Jenny. Le bruit, la chaleur, la fumée, tout disparaît. Il ne reste qu'un vide glacé, et ce chiffre qui baisse encore. 5. 5 enfants sont encore là-haut, et aucun ne redescend. George attrape Jenny, la tire vers l'extérieur. Elle jette un dernier regard vers l'escalier avalé par la fumée noire, puis ils sortent en courant. Dehors, l'air est tranchant. Ils sont en plein hiver, en chemise de nuit, pieds nus sur le sol gelé. Et pourtant, George n'hésite pas une seconde. Il se met à courir vers le côté de la maison pour récupérer l'échelle qu'il garde toujours là, appuyée contre le mur. Les autres le suivent, leurs pas claquant sur la glace. Mais en arrivant à l'angle de la maison, un autre choc les attend. L'échelle a disparu. Alors George se rabat sur son autre idée, le garage. Il va démarrer un des camions, le placer sous la fenêtre de l'étage et grimper. Les soudeurs ont 2 camions. George tourne la clé dans le premier, rien. Il essaye ensuite le second, rien. Aucun moteur ne démarre. C'est incompréhensible. Les 2 véhicules fonctionnaient parfaitement la veille. George sort du garage, hagard et cherche désespérément n'importe quoi qui pourrait aider. Il aperçoit le vieux tonneau de pluie près de la maison. Il court vers lui, plonge les mains dedans pour jeter de l'eau sur les flammes. Mais l'eau est prise, gelée, jusqu'au fond. À partir de là, il ne reste plus rien à faire. Rien à inventer, rien à tenter. George est réduit à crier. Encore et encore les prénoms de ses enfants vers la maison en feu. Et la seule réponse est le rugissement de l'incendie. Pendant ce temps, Marion, l'aînée, se met à courir. La ligne des soudeurs ne marche pas, mais peut-être que celle d'un voisin, oui. Elle s'élance sur la route sombre, toujours pieds nus dans le froid. Il n'y a pas de maison proche, chaque pas est une brûlure. Enfin, elle atteint une habitation. On la laisse entrer et on la guide jusqu'au téléphone. Marion tremble de la tête aux pieds. Elle réussit à composer le numéro, mais l'opératrice ne répond pas. Elle étouffe un sanglot, au bord de l'hystérie. Le voisin enfile son manteau, sort et lui dit qu'il va prendre sa voiture et aller prévenir le chef des pompiers en personne. Le chef des pompiers de Fayetteville, F.J. Morris, dort profondément quand le voisin frappe à sa porte. Une fois informé, Morris commence à alerter les autres pompiers volontaires. Leur système fonctionne en arbre téléphonique. L'un appelle l'autre, qui appelle l'autre, et ainsi de suite. C'est lent. Il faut du temps pour que tout le monde soit réveillé, rassemblé, puis qu'ils rejoignent la caserne avant de partir. Et malgré tout, la réaction paraît presque molle, comme si l'urgence n'était pas réelle. La maison des soudeurs est à environ 4 km de la caserne, et pourtant, les pompiers n'arrivent sur place que 7 heures plus tard. Quand ils finissent par arriver, le soleil est déjà levé, et il n'y a plus de maison. Il ne reste qu'un tas de cendres fumantes. Pendant ces 7 heures, George et sa famille ont regardé l'intégralité de la structure se consumer sous leurs yeux, avec, du moins le croient-ils, 5 enfants prisonniers à l'intérieur. Alors, quand les camions s'arrêtent enfin, il n'y a pas de cris, pas de gestes, pas de supplications. Ce temps-là est terminé depuis longtemps. George a traversé en quelques heures plus d'émotions qu'en toute une vie. Une terreur absolue, l'impuissance, la rage face à l'inertie.
Puis finalement, l'amertume. Cette amertume horrible, celle de voir ses enfants disparaître sans pouvoir rien faire. Et maintenant, en ce matin de Noël 1945, il ne reste qu'une chose, le vide, l'engourdissement. Les pompiers arrosent les décombres encore chauds. Ils fouillent, cherchent les corps des enfants, mais ne trouvent pas même un fragment d'os. Le chef Maurice affirme que le feu a dû les incinérer totalement. Il déclare donc les enfants morts sur place. Le lendemain, le 26 décembre, un jury du coroner conclut que l'incendie est accidentel, et le 30 décembre, des certificats de décès sont délivrés pour les 5 enfants. Plus tard, un inspecteur de la police d'État examine ce qu'il reste, au vu de l'ampleur du brasier et la durée pendant laquelle il a brûlé. Déterminer une cause précise est difficile, mais il finit par trancher. Un problème de câblage électrique. Pour Georges, tout est allé trop vite, beaucoup trop vite. Les pompiers ont mis des heures à venir, mais ensuite les autorités ont presque couru pour classer l'affaire. En accident. 5 enfants morts et un dossier clos en accident. Et ça le ronge. Parce que ça ne colle pas. Mais que peut-il faire? Les sodeurs tentent de continuer à vivre. À la nouvelle année, Georges fait venir de la terre depuis un autre terrain et recouvre les ruines. Puis il plante un jardin en mémoire des enfants perdus. Si l'histoire s'arrêtait ici, ce serait presque une forme de miséricorde. Ils auraient pu pleurer en paix. Mais cette histoire-là ne fait que commencer. Parce que bientôt, des détails vont émerger. Des détails qui suggèrent que ce feu n'était pas un accident. Et que les enfants Soder, supposés morts, pourraient être vivants. Le printemps arrive, mais sur la propriété des Soder, le silence est pesant. En cette saison, on devrait entendre des éclats de rire courir entre les arbres. À la place, il n'y a que le vent. La famille vit toujours dans le provisoire. On reconstruit une nouvelle maison un peu plus loin. L'emplacement de l'ancienne restera un jardin commémoratif, un lieu sacré, un lieu qu'on ne touche plus. Un jour, alors que Georges supervise les travaux, un homme s'approche. C'est un réparateur téléphonique. Et il a découvert quelque chose d'étrange. Il emmène Georges jusqu'à un poteau électrique voisin. Là-haut devrait se trouver le reste du fil qui reliait autrefois la maison des Soder au réseau, il n'y a rien. Pas de fil brûlé, pas de cuivre fondu. À la place, le câble a été sectionné, net, coupé proprement, délibérément. Georges sent son estomac se nouer. La ligne n'a pas fondu dans l'incendie, quelqu'un l'a coupée. Et pour faire ça, il fallait une échelle. Sans un mot, Georges se met à courir à travers la propriété. Il fouille les buissons, les gravats, les coins oubliés du terrain, le souffle court, le cœur martelant dans ses tempes. Il finit par atteindre l'arrière du terrain, là où la pelouse s'incline vers un petit fossé. Et là, à moitié dissimulée dans la pente, il la voit, son échelle. Celle qu'il gardait toujours contre la maison, celle qu'il avait cherchée désespérément la nuit du feu. Elle n'avait pas disparu. Quelqu'un l'avait déplacée. Georges vacille. Tout remonte, d'un coup. Le mauvais numéro de téléphone, le rire, le bruit sourd sur le toit, les camions qui ne démarraient plus. Ce feu n'était peut-être pas un accident. Il tente de reprendre son souffle, de se raccrocher à une explication rationnelle. Les enquêteurs ont parlé de câblage défectueux, ils ont conclu à un court-circuit. Mais un souvenir le frappe alors. Quand il a jailli de sa chambre cette nuit-là, le salon était éclairé, pas seulement par les flammes. Les lumières étaient allumées. Et si les lumières fonctionnaient, alors l'électricité n'avait pas été coupée au moment où le feu a commencé. Et si l'électricité fonctionnait, un court-circuit ne peut pas en être la cause. Il décide de tout raconter à Jenny. Elle se souvient. Elle aussi a vu la lumière. Et soudain, un détail lui revient à elle aussi. Après l'appel étrange, elle a fermé les rideaux, verrouillé la porte. Mais elle n'a pas éteint les lumières. Elle les avait laissées allumées. Le mot se forme presque en même temps sur leurs lèvres. Un incendie criminel.
À partir de ce moment-là, plus rien ne peut être ignoré. Les pensées tournent en boucle. Chaque détail de cette nuit est disséqué, retourné, examiné sous un angle nouveau. Jenny ne peut pas accepter que ses 5 enfants aient simplement brûlé. Pourquoi n'ont-ils entendu aucun cri? Pourquoi aucun os n'a été retrouvé? Dans une communauté voisine, un autre incendie a coûté la vie à 7 personnes et 7 squelettes ont été retrouvés. Pourquoi pas ici? Obsédée par cette question, Jenny mène sa propre expérience. Elle prend des os de poulet et de porc restés après les repas. Elle les place dans son four, pousse la chaleur au maximum. Les os noircissent, mais ne se transforment pas en cendres. Ce n'est pas une expérience scientifique rigoureuse. Son four n'atteint pas la température d'une maison en flammes. Mais pour elle, c'est suffisant. Un employé du crématorium local lui confirme d'ailleurs que des os humains subsistent même après des températures comparables à celles d'un incendie domestique. Alors, si aucun os n'a été trouvé, peut-être que les enfants n'étaient pas dans la maison. Mais s'ils n'étaient pas dans la maison, où étaient-ils? Jenny exclut une chose. Ils ne se sont pas enfuis dans la nuit. Maurice avait 14 ans. S'il avait survécu à l'incendie mais succombé au froid, leur corps aurait été retrouvé. Il ne reste qu'une hypothèse folle. Le feu n'était pas le crime. Le feu était la diversion. Le vrai crime, c'était un enlèvement. Dès lors, chaque souvenir suspect refait surface. Georges se rappelle un homme venu des mois plus tôt chercher du travail. Il avait refusé, mais l'homme était resté. Il avait inspecté la propriété comme s'il évaluait quelque chose. En contournant la maison, il avait pointé la boîte à fusibles. Ça va provoquer un incendie un jour. Georges avait fait vérifier ses installations peu de temps avant. Elles avaient été déclarées conformes. À l'époque, il avait oublié cet incident. Plus maintenant. Jenny se souvient aussi d'une voiture inconnue garée près de la maison peu avant l'incendie. Un homme à l'intérieur, observant les enfants, observant la maison. Elle s'était sentie mal à l'aise. Puis la voiture était partie. Un simple hasard, ou peut-être une reconnaissance. Mais le suspect le plus troublant est peut-être un ancien associé de Georges, que nous appellerons Nick. Immigré italien, Georges critiquait ouvertement Benito Mussolini. Ses opinions avaient créé des tensions au sein de la communauté italienne de Fayetteville. Nick et lui s'étaient violemment disputés. Et lors de leur dernière altercation, Nick aurait lancé « Ta foutue maison va partir en fumée et tes enfants seront détruits. Tu vas payer pour tes remarques sur Mussolini. » Une menace. Georges et Jenny partagent tout cela avec la police. Des avis sont placardés en ville, des annonces paraissent dans le journal. Et bientôt, des témoignages commencent à affluer. Un spectateur affirme avoir vu un jeune homme fouiller les décombres le matin après l'incendie. Il s'agissait de Lonnie Johnson, un voleur local. Lorsqu'il est interrogé, Lonnie admet quelque chose d'étrange. Il a pris l'échelle et il a coupé la ligne téléphonique. Il prétend que c'était pour éviter que les sodeurs n'appellent la police s'ils étaient surpris en train de voler. Mais il jure de n'avoir rien fait d'autre. Pourquoi avouer une partie si grave tout en niant le reste? L'affaire devient plus trouble encore lorsqu'un chauffeur de bus affirme avoir vu quelqu'un jeter des boules de feu sur la maison la nuit de l'incendie. Plus tard, sur les lieux, la petite Sylvia découvre un objet étrange dans l'herbe, un cylindre métallique, sphérique à une extrémité. Le fils aîné de John reconnaît immédiatement l'objet, une grenade incendiaire, conçue pour déclencher des incendies. Ce détail pourrait expliquer le bruit sur le toit et le roulement entendu par Jenny. Mais malgré tout cela, les autorités ne rouvrent pas l'enquête. L'année 1946 apporte avec elle quelque chose que les sodeurs n'avaient plus osé espérer, des témoignages. Une femme travaillant dans un restaurant en bord de route à plusieurs heures de Fayetteville affirme avoir vu les 5 enfants le matin suivant l'incendie. Elle leur aurait servi le petit déjeuner, et elle se souvient d'un détail. Une voiture avec des plaques de Floride garée dehors. Une autre femme, employée dans un hôtel à Charleston, en Virginie-Occidentale, dit avoir vu 4 des enfants une semaine après l'incendie. Ils étaient accompagnés d'adultes peu amicaux parlant italien. Les enfants semblaient sous surveillance. Quand Georges et Jenny apprennent cela, l'émotion est violente et contradictoire.
L'espoir renaît, mais avec lui une terreur nouvelle. Si leurs enfants sont vivants, alors quelqu'un les leur a pris. Et si cet enlèvement est lié aux prises de position de Georges contre Benito Mussolini, alors peut-être ont-ils été emmenés loin, très loin, peut-être même hors du pays. Les Söder sont désormais convaincus que les autorités locales n'agiront pas. Alors, en 1947, ils écrivent au FBI. Ils reçoivent une réponse signée par J. Edgar Hoover en personne, le directeur du bureau. Mais la réponse est sèche. Affaire locale, aucune juridiction fédérale. Porte fermée. Alors, ils engagent un détective privé. En creusant autour de Fayetteville, le détective entend une rumeur persistante. Le chef des pompiers, F.J. Morris, aurait trouvé un organe humain dans les cendres le jour de Noël. Un organe qui aurait été placé dans une boîte de dynamite et enterré sur la propriété. La famille retourne sur les lieux, ils creusent dans leur jardin commémoratif et ils trouvent bien une boîte. À l'intérieur, un morceau de chair desséchée. Mais l'examen révèle que ce n'est pas un organe humain, c'est un foie de bœuf. Et il n'est même pas brûlé. Confronté, Maurice avoue une chose déroutante. Il aurait enterré le foie pour aider la famille à accepter la mort de ses enfants. Il pensait qu'en trouvant un reste, il pourrait faire leur deuil. Un stratagème étrange et presque cruel. Mais ce n'est pas tout. Le détective découvre un détail explosif. L'ancien associé de Georges, celui qui avait menacé Nick, était membre du jury du coroner qui a conclu à l'accident. Et ce n'est pas tout. Nick avait co-signé une assurance habitation pour Georges. Peu avant l'incendie, le montant avait été augmenté de 250 $, sans que Georges en soit informé. Si toute la famille était morte ce soir-là, Nick aurait pu en bénéficier. Un homme ayant proféré des menaces, un homme pouvant tirer profit d'un incendie, un homme siégeant sur le jury chargé de déclarer la cause de ce même incendie. Les Söder portent ces informations au procureur local. Sa réponse ? Je ne souhaite pas engager de poursuite contre des gens avec qui je vis et je mange. À cet instant, quelque chose se fissure définitivement. Est-ce une simple incompétence ou une protection délibérée ? Les années passent. 1953, 8 ans après l'incendie, les Söder n'ont plus d'option. Alors ils font ériger un immense panneau le long de la route près de Fayetteville. Les visages des 5 enfants y sont imprimés, et la question, quel fut leur destin ? Kidnappés, assassinés, ou sont-ils encore en vie ? Une récompense de 5 000 $ est offerte, et des lettres affluent de tout le pays. Chaque piste est suivie. Georges se rend à New York pour voir une fillette qui ressemble à l'une de ses filles disparues. Des parents refusent qu'il approche leur enfant. Jenny va jusqu'à soupçonner son propre frère vivant en Floride. Elle demande à la police de vérifier les registres de naissance de ses enfants. Le désespoir brouille les frontières entre la logique et l'obsession. 1966, 21 ans après l'incendie. Une lettre arrive du Kentucky. À l'intérieur, une photo d'un jeune homme, même regard sombre, même trait méditerranéen, et au dos, une inscription. Louis Söder. I love brother Frankie. Ill boys A90132 or 35. Pas d'adresse de retour. Les Söder engagent encore une fois un détective privé pour se rendre au Kentucky. Il part, et on ne le revoit jamais. Aucune explication, aucune conclusion, plus rien. Alors, que s'est-il passé ? Peut-être que les 5 enfants sont morts dans l'incendie, peut-être que les pompiers ont mal fouillé, peut-être que les contradictions ne sont que des coïncidences empilées les unes sur les autres, ou peut-être que le feu était, de fait, une diversion. Peut-être que 5 enfants ont été arrachés à leur famille sous couvert de flammes. Ce qui a détruit les Söder n'était peut-être pas l'incendie, ni même la perte, mais l'absence de réponse, le doute, l'impossibilité de faire son deuil. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que de ne pas savoir. Le panneau est resté debout pendant des décennies.
5 visages fixant la route, demandant à chaque conducteur qui passe que l'heure est-il arrivée. Different game for the sponsor segment, and then we come back to Connor. Okay? Just to clarify, not sponsored of this game. It's another game, and then we come back to Connor. Hold on. Do we have enough? Oh god. Is my axe breaking? Conan, sorry, not Connor. Gee. Okay. Okay. In fact, I see the ass breaking. Yeah. Hold on. Hold on. It's just that the sponsorship is going to be with a friend of ours, Annie. And Annie was asking if you're ready. Wait, I need to craft this box though. Hold on. Decorations. Oh, this. Hold on. Attributes. Knowledge.